Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un grand hôtel de luxe situé en plein cœur d'Amsterdam, entre les canaux élégants et les façades anciennes ornées de géranium, travaillait une femme discrète et réservée du nom de Anita Gomez. L'hôtel, connu pour son faste et sa clientèle prestigieuse, hommes d'affaires internationaux, stars de cinéma en escale, politiciens en conférence, brillait de marbre poli, de lustres anciens et d'un silence feutré que seuls les pas du personnel venaient troubler. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Anita se levait dans sa petite chambre mansardée à la périphérie de la ville. Elle préparait un simple café noir, enfilait son uniforme gris soigneusement repassé la veille, attachait ses cheveux noirs en un chignon serré, puis quittait l'appartement silencieux qu'elle partageait avec deux autres femmes de ménage. En silence, elle prenait le tram, un livre plié dans la poche intérieure de son manteau, un roman, un manuel de grammaire, parfois même un recueil de poésie, toujours en néerlandais. Arrivée à l'hôtel, elle poussait son chariot métallique rempli de produits d'entretien, de chiffons propres et de flacons étiquetés en plusieurs langues, dans les longs couloirs recouverts de tapis moelleux. Ses gestes étaient précis, presque chorégraphiques. Elle connaissait chaque recoin, chaque détail de chaque suite, comme si elle y vivait en secret. Anita, d'origine philippine, était connue du personnel pour sa ponctualité irréprochable, son calme presque irréel et ses réponses brèves, toujours polies. Beaucoup la qualifiaient des « ordinaires », silencieuses, invisibles. Mais personne ne savait ce que cachait ce silence. Car Anita portait en elle une histoire que personne ne devinait. Avant de venir aux Pays-Bas, elle avait été professeure de linguistique à l'université de Manille. Une universitaire respectée, spécialisée dans la phonétique, capable d'enseigner aussi bien l'anglais que l'allemand, le français ou le néerlandais. Elle avait publié plusieurs articles sur les structures linguistiques des langues austronésiennes, et ses étudiants la décrivaient comme une femme brillante, passionnée, exigeante mais juste. Elle maîtrisait 6 langues couramment, et en lisait au moins 3 autres. Le néerlandais n'avait jamais fait partie de son cursus officiel, elle l'avait appris seule, fascinée par la musicalité rugueuse de cette langue qu'elle découvrit un jour dans un vieux recueil de nouvelles traduits. Elle s'était imposé une routine rigoureuse, écouter les radios néerlandaises en ligne, lire les journaux néerlandais sur Internet, s'enregistrer pour corriger sa prononciation. Ce fut un projet personnel, presque un refuge. Mais la vie, parfois cruelle, avait brisé l'ascension tranquille d'Anita. Un divorce inattendu et destructeur lui coûta non seulement son foyer, mais aussi sa réputation. Son ex-mari, avocat influent, lança des accusations calomnieuses qui lui coûtèrent son poste. Au même moment, son père tomba gravement malade, et les traitements médicaux, coûteux, vidèrent ses économies. Elle se retrouva face à un choix impossible, rester dans un pays où elle n'avait plus rien, ou tout recommencer ailleurs. Avec le cœur brisé, elle prit l'avion pour les Pays-Bas, attirée par les récits de travail stable, même modeste, qu'on y trouvait. Elle accepta un poste de femme de ménage dans un hôtel de luxe, bien en dessous de ses qualifications. Pas par faiblesse. Par devoir. Il lui fallait envoyer de l'argent à sa mère, s'occuper des soins de son père, soutenir sa petite sœur restée aux Philippines. Et ainsi, chaque jour, cette femme érudite nettoyait des lavabos en marbre, vidait des poubelles de millionnaires, et rangeait des chambres dont les occupants ne se souvenaient jamais d'elle. Mais chaque soir, après le travail, elle rentrait chez elle, ouvrait son livre en néerlandais, et reprenait silencieusement sa conversation avec le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce monde n'avait pas fini d'entendre parler d'elle. Un matin gris d'hiver, alors que le ciel d'Amsterdam semblait hésiter entre pluie et brouillard, Anita gravit lentement les marches menant au dernier étage de l'hôtel. Elle avait reçu l'ordre de nettoyer la suite royale, une immense pièce qui dominait les canaux avec ses baies vitrées, ses moulures dorées et ses tapis orientaux aux motifs complexes. Elle entra avec la douceur silencieuse qui la caractérisait, poussant son chariot sans un bruit sur le marbre. À l'intérieur, tout semblait encore endormi, le lit défait, les rideaux à demi tirés, une bouteille de vin à moitié vide posée sur une table basse. Seule la lumière pâle du matin traversait l'immense salon. Elle pensa d'abord être seule. Mais à peine avait-elle commencé à frotter l'armature de la baignoire, les mains dans un seau d'eau chaude au parfum de citron, qu'elle entendit des voix dans la pièce attenante.
Deux hommes parlaient néerlandais, visiblement en pleine conversation, sans se soucier de sa présence. Elle reconnut rapidement les voix, l'une, grave et assurée, appartenait à un homme que le personnel n'appelait que « de Vlaam », la flamme, pour son influence brûlante dans les milieux économiques. Il s'agissait de Hendrik van Dalen, un nom qui, aux Pays-Bas, faisait trembler les marchés. Héritier d'un empire maritime centenaire, actionnaire de plusieurs banques, Hendrik était réputé pour sa fortune colossale, mais aussi pour son caractère cassant, direct, et souvent méprisant envers ceux qu'il jugeait en dessous. À ses côtés se trouvait un jeune assistant, vêtu d'un costume 3 pièces trop rigide pour ses gestes nerveux. Pensant qu'Anita ne comprenait pas un mot de leur échange, il parlait à voix haute, sans filtre. « Je te jure, cette ville est en train de pourrir. Même ici, regarde-moi cette femme de ménage. Elle a l'air à peine alphabétisée. Tu paries combien qu'elle n'a pas terminé l'école ?» Anita sentit une brûlure familière monter en elle. Une brûlure qu'elle connaissait bien, celle de l'humiliation silencieuse, du mépris déguisé en indifférence. Elle aurait pu se taire, comme tant d'autres fois. Elle aurait pu détourner le regard et continuer de frotter. Mais ce matin-là, quelque chose en elle refusa. Sans précipitation, elle se redressa. Les gouttes de savon perlaient encore de ses gants. Elle fit un pas en avant, planta ses yeux noirs dans ceux de Hendrik, et parla d'une voix calme, ferme, en néerlandais impeccable. « En fait, j'ai un doctorat en linguistique appliquée. Et j'ai enseigné à l'université de Manille pendant 10 ans. Je suis ici non pas par manque de compétences, mais par nécessité. J'envoie mon salaire à ma mère malade. Je nettoie ses chambres pour sauver ma famille. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un manque d'intelligence qui m'a mené ici. C'est un excès de responsabilité. » Le silence qui suivit fut glacial. Le jeune assistant devint livide. Hendrik, d'abord figé, la fixa longuement comme s'il la voyait pour la première fois. Dans son regard, la surprise se mêlait à une forme de désarroi, peut-être même de honte. « Vous parlez néerlandais ?» Couramment, murmura-t-il, presque abasourdi. Anita hocha simplement la tête, puis baissa les yeux, sans arrogance ni défi. Elle se remit au travail avec une grâce tranquille, comme si rien ne s'était passé. Elle essuya la table basse du bout de son chiffon, comme pour effacer les derniers fragments de leur mépris. Mais dans l'air, quelque chose avait changé. Hendrik ne dit plus un mot. Il la regarda encore un moment, puis se leva sans bruit et quitta la pièce, laissant derrière lui non pas une femme de ménage, mais une énigme. Une force tranquille qu'il n'avait pas su reconnaître et dont il ne pouvait plus détourner les yeux. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les vitres embuées de l'hôtel lorsqu'Anita, fidèle à son habitude, commença sa tournée. Elle poussait son chariot dans les couloirs silencieux, répétant mécaniquement ses gestes, effaçant les traces des nuits luxueuses mais éphémères. Pourtant, son esprit était ailleurs, tournant encore autour de la conversation d'hier, de ce regard surpris et troublé d'Hendrik van Dalen. Soudain, une voix ferme l'interpella. « Anita, pourriez-vous venir au bureau du directeur, s'il vous plaît ?» Le cœur d'Anita fit un bond. Une boule d'angoisse se forma dans son estomac. Elle redoutait que sa franchise ne lui ait coûté cher, que sa réponse, bien que vraie, ait été perçue comme une insubordination. Serait-elle licenciée? Humiliée publiquement? Son imagination s'emballa. Avec prudence, elle s'approcha du bureau au bout du couloir, fit un pas à l'intérieur et s'arrêta, figée. Face à elle, derrière un bureau massif en chêne, se tenait Hendrik van Dalen lui-même, l'homme d'affaires redouté, le milliardaire influent dont les décisions faisaient trembler bien plus que les mers autour des Pays-Bas. Mais ce matin, ce n'était pas la froideur habituelle dans ses yeux. Au contraire, il souriait doucement, une expression rare chez lui, presque humaine. « Anita, je vous ai écouté hier soir, » commença-t-il d'une voix calme. « Et je n'ai pas cessé d'y penser. Ce que vous avez dit m'a rappelé ma propre mère, une femme indonésienne, immigrée, dont personne ne prêtait jamais attention non plus. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Elle aussi a vécu dans l'ombre, entre deux mondes, invisible à tant de regards. Ce que vous m'avez dit m'a profondément touchée. Anita sentit ses yeux s'humidifier, surprise par cette sincérité inattendue. Puis, lentement, Hendrik poursuivit.
J'ai une proposition à vous faire. Nous lançons une nouvelle fondation à Rotterdam, dédiée à l'éducation linguistique et à la promotion de la diversité culturelle. Une initiative pour donner une voix à ceux que la société oublie souvent. J'ai besoin d'une directrice culturelle. Quelqu'un qui comprend, non seulement la complexité des langues, mais aussi le poids de l'invisibilité sociale. Quelqu'un comme vous. Anita resta silencieuse, le souffle coupé, incrédule. Était-ce une plaisanterie? Un rêve? Elle voulait rire, pleurer, et se lever pour remercier cet homme qui, en un instant, venait de bouleverser sa vie. Mais ce n'en était pas une. Elle venait de recevoir une chance unique, une porte ouverte vers un avenir qu'elle croyait fermé à jamais. Le lundi suivant, Anita franchit les portes d'un tout autre monde. Plus de longs couloirs feutrés où ses pas résonnaient à peine, mais un bureau moderne et lumineux, situé au bord du port animé de Rotterdam. Derrière les immenses baies vitrées, les grues géantes soulevaient d'énormes containers, symboles du commerce international, du mouvement et des rencontres entre cultures. Assise face à cette vue inspirante, Anita tenait enfin entre ses mains son contrat officiel, elle était nommée responsable de la diversité linguistique à la Fondation Van Dalen. Un titre prestigieux, mais surtout une mission chargée de sens. Son rôle consistait à créer des programmes éducatifs favorisant l'apprentissage des langues chez les enfants issus de milieux défavorisés, valoriser le multilinguisme et combattre l'exclusion sociale liée à la barrière de la langue. Chaque matin, un chauffeur venait la chercher à son appartement. Elle n'avait plus à pousser de chariot ni à arpenter les couloirs avec discrétion. Désormais, c'était elle qui inspirait, qui guidait, qui changeait les choses. Mais au-delà de la reconnaissance professionnelle, c'était surtout la possibilité de transmettre l'espoir à sa famille restée aux Philippines, à sa mère malade, à sa sœur qui rêvait d'étudier, à ses neveux qu'il admirait comme une héroïne silencieuse. Anita pouvait leur envoyer plus que de l'argent, elle leur envoyait la certitude que la vie pouvait basculer, qu'il ne fallait jamais abandonner, même quand on se sent invisible. L'histoire d'Anita fit rapidement le tour des journaux européens. On la présenta comme une femme ordinaire, révélée par la puissance de la langue, par son intelligence discrète, et par un simple moment de vérité. Sa trajectoire bouleversa les clichés, brisa les barrières, et inspira des milliers de personnes. Un soir, lors d'une interview télévisée, on lui demanda ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait entendu ces hommes la juger si durement. Anita sourit doucement, comme si elle repensait à ce jour où tout avait basculé. Parfois, il faut laisser les gens parler. Répondit-elle calmement, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont mal jugé. Mais pour cela, il faut parler leur langue. Littéralement, et symboliquement. Ces mots simples résonnaient comme une leçon de vie, une invitation à la patience, au respect, et à la puissance de la communication. Car, au fond, ce n'est pas seulement par les mots que l'on change le regard des autres, mais par la capacité à être entendu, compris, et reconnu.